La culture, au-delà de son rôle dans nos sociétés, reste un secteur professionnel qui procure de nombreux emplois à des hommes et des femmes. Et justement, les femmes du secteur, on s'y intéresse dans ce numéro de culture et développement avec un panel au féminin. C'est tout de suite. Bonsoir chers téléspectateurs et téléspectatrices de BF1, merci de nous choisir et merci pour votre fidélité. Vous regardez Culture et Développement, ce programme qui vous est proposé par la plateforme Plus Loin Ensemble en collaboration avec votre télévision. Eh bien, une série de thématiques autour de la culture et de sa contribution à notre développement. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'autre moitié du ciel, à la femme, plus spécifiquement avec la thématique « La place de la femme dans les métiers de la culture ». Qui mieux que des femmes pour en parler? Eh bien aujourd'hui, nous avons un panel au féminin que je m'en vais vous introduire. Eh bien j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés aujourd'hui Madame Laure Azumi Guiré. Elle est comédienne, conteuse, metteuse en scène, initiatrice du projet Femmes en création, également présidente de l'Association des comédiens et comédiennes du Burkina Faso. Bonsoir, Présidente. Bonsoir. Comment vous allez? Très bien. Ça fait plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci, ça fait plaisir aussi d'être avec vous. Alors, avec elle, nous avons Madame Agnès Talato Tebda. Elle est couturière, plasticienne, marionnettiste. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien. Ça fait également plaisir de vous avoir. Ça fait Je plaisir. n'ai pas écorché le prénom. Merci. Alors, toujours dans à peu près le même univers, costumière, créatrice, nous avons avec nous ce matin Madame Martine Tapsoba Somé. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous Stéphanie. allez? Très bien. Et vous-même? Ça va très bien également, merci d'être là. Je vous en prie. Et enfin, nous avons avec nous Madame Denise Sidonie Nebié-Zoma. Elle est administratrice avec E à la fin, gestionnaire culturelle, experte genre et consultante indépendante. Madame Nebié, bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Oui, je vais très bien et j'espère de même pour vous. Dieu merci, ça va. Merci beaucoup d'être des nôtres. Je vous en prie. Eh bien, avec toutes les quatre, nous allons aborder justement la thématique de la place de la femme dans les métiers de la culture. Mais avant, on va peut-être découvrir le métier de chacune avec un peu plus de détails, parce que je l'ai peut-être vite dit comme ça, on l'entend souvent, mais après, qu'est-ce que ça prend en compte, par exemple, quand on dit metteuse en scène, qu'est-ce qu'elle fait, comédienne, conteuse, qu'est-ce qu'elle fait, par exemple? Ok, merci beaucoup. Comédienne, tout le monde le sait, c'est de jouer des personnages, incarner des personnages qu'on nous donne dans un texte ou pas de texte. Donc ça, je suis comédienne, j'essaie de jouer des personnages que je ne suis pas, voilà, que j'essaie d'être. Et conteuse, c'est de raconter des contes, des histoires que nos grands-parents nous racontaient, qu'on essaie de retranscrire en français. Et on essaie de raconter et ajouter aussi notre petit piment dedans pour que ce soit un peu d'actualité. Et metteuse en scène, c'est celle-là aussi qui essaie, c'est comme le grand cuisinier ou le maestro, celle qui essaie de mélanger, de prendre les comédiens, les techniciens, les scénographes et elle essaie de créer un spectacle. C'est elle qui essaie de voir comment ça doit se passer sur la scène, comment cette comédienne s'arrête, comment elle fait face au public, qu'est-ce qu'elle dit, comment elle le dit, comment elle fait sa respiration et quelle lumière j'ai envie d'avoir sur la personne à ce moment précis, quel genre de son je veux que ça accompagne. Ben voilà, c'est tout ça et quel genre de décor je veux, elle est dans quel espace et quel univers et tout ça, c'est ça le metteur en scène. Et voilà, donc en tant que metteuse en scène, voilà ce que nous faisons aussi, donc c'est de retravailler avec tous ces gens, avec un texte ou sans texte. Oh, sans texte? Oui, ça peut se faire sans texte. On peut faire aussi souvent des improvisations. Ça arrive, c'est ça qu'on appelle souvent les créations collectives. Donc on vient, on fait des improvisations, il y a des thèmes et vous faites la pièce en fonction de ça. Et maintenant, en tant que présidente de l'association
de burkinabés, des comédiens et comédiennes de cinéma, c'est aussi de travailler un peu à la promotion de la vie, des conditions de vie des comédiens du Burkina. Voilà, et j'oubliais un truc, que je suis aussi membre du comité artistique du Carrefour international du théâtre de Ouagadougou, le CITO. Voilà, et donc c'est pour dire que ce qui est du programme artistique du CITO, c'est nous sommes 3, il y a Noël Minungu et Salif Kientega et moi, c'est nous qui essayons de mettre un peu le programme, de réfléchir sur 3 années, qu'est-ce qu'on doit faire durant tout ce temps. D'accord. C'est un programme bien rempli et chargé au quotidien, à ce que j'entends. Madame Tapsoba Somé, costumière, ça consiste en quoi? Merci Stéphanie. Le métier de costumier ou de costumière, c'est un métier qui entre dans la création aussi des personnages, mettre en vie, côté vestimentaire, des personnages qui vont jouer soit dans le cinéma, soit dans le théâtre, soit dans la musique, enfin tout ce qui est mis en scène, quoi. Donc en amont, on réfléchit par rapport à un texte comme elle l'a bien dit, ou par rapport à une proposition verbale comme ça, et on réfléchit par rapport à qui est ce personnage et comment on peut l'habiller. Quelquefois, la costumière aussi participe à la création même des textes de spectacles, quelquefois, parce que je l'ai déjà fait. Et donc, voilà, en gros, elle participe à habiller le texte en physique du comédien ou de la comédienne, de l'acteur ou de l'actrice. D'accord. C'est bon. Alors, Madame Talato, également couturière, mais marionnettiste. Ça m'intéresse, ça. En quoi consiste le métier de marionnettiste? Bon, moi, je suis plasticienne. Plasticienne, ça regroupe tous les corps où on peut les rassembler et pouvoir raconter des histoires ou passer un message. Donc, les marionnettes consistent à pouvoir jouer. Bon, c'est plus réel, par exemple, que la peinture. Ça nous laisse à chercher, à réfléchir. Mais les marionnettes, c'est des physiques, c'est des personnages physiques qu'on porte et qu'on peut interpréter et des musiques, voilà, au rythme de nos musiciens, ou du moins on fait une création théâtrale, et voilà, des présentations. Petite marionnette ou marionnette géante? Géante. Et comment ça se passe? C'est-à-dire que vous créez le personnage et vous lui donnez vie, ou est-ce que vous êtes juste celle qui lui donne vie derrière? On crée et on le donne vie à travers nous-mêmes parce que c'est nous, on le porte. D'accord. Voilà. Ok, c'est bon à savoir. Donc la prochaine fois, les enfants, que vous allez voir une marionnette géante, dites-vous que c'est Tata qui est derrière. Et puis voilà. Elle est nommée Compagnie Lado. D'accord. Voilà. Donc, c'est qui existe depuis longtemps? Qui existe depuis 2007. D'accord, ok, ben bon vent à la compagnie Lado, qu'elle fasse rire beaucoup d'enfants. Merci. Alors Madame Nébier, administrateur et gestionnaire culturel, qu'est-ce que ça implique? Vous avez écouté les intervenantes précédentes qui ont parlé un peu de leur métier, qui porte sur la créativité. Donc tout ça doit être encadré, normé dans des politiques, dans une administration et accompagné. Donc l'administration, la gestion culturelle, c'est vraiment ça, c'est l'accompagnement technique et administratif des différents corps de métier. Et justement, parlant des différents corps de métier, même avant d'arriver aux différents corps et métiers, c'est quoi le rapport de la femme à la culture dans notre société? La place, le relationnel, femme et culture dans notre société? Le rapport, quand on parle de place de la femme, voilà, dans un domaine précis, c'est vraiment parler un peu de sa participation, voilà, dans ce domaine. Et comme vous savez, la femme occupe une place centrale au niveau de la culture traditionnelle, même si c'est une place sous couverture qui n'est pas démontrée. Et il y a également des pans de la culture qu'elle occupe, notamment les pans liés à l'expression culturelle, de la chansonnerie, de la musique, etc. Mais de plus en plus, il y a des secteurs culturels qui émergent, qui sont modernes, tels que le cinéma, tels que les spectacles, les arts de spectacle, etc.,
où la femme également est en train de prendre sa place. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce que la place que la femme occupe dans ces différents secteurs est vraiment équitable et correspond au rôle et à ses potentialités. Est-ce que tous les éléments sont réunis pour lui permettre également une participation équitable et qui va lui permettre également de concourir au développement de son pays et de son secteur? Absolument, c'est une très belle question. On va d'ailleurs la poser à celles qui sont dans la création. Mais avant cela, j'ai quand même envie de revenir un peu à chacune dont... Parce que quand on parle de culture, ça reste quand même ce qui nous définit. On grandit dans une culture. Et moi, j'aimerais bien savoir traditionnellement dans nos différentes cultures, quelles sont les formes d'expression qui sont autorisées à la femme quand on passe au côté artistique, Madame Guiré. Bon, merci. Vous savez qu'avant, la femme, rien n'était autorisé à la femme. C'était la cuisine et puis voilà, même pas l'école. Alors, mais les choses ont évolué. Que la cuisine reste un art, donc. Oui, bon, non, c'est pour dire, bon, parce que pour les hommes, c'est pas un art pour eux. Donc, à l'époque, c'était pas ça. Même aller au champ, bon, c'était le champ, la cuisine, tout ce qui juste occupé de son homme avant. Oui. Mais actuellement, on peut dire que la femme est en train de gagner de plus en plus de la place un peu partout, comme on le dit, dans tous les différents métiers des arts. Quand on prend même la musique, moi, j'aime donner cet exemple, où avant, tu ne pouvais pas voir une femme toucher à un djembé, un balafon et autres, parce qu'on disait que c'est sacré. Voilà, on ne sait pas si la femme est disposée, ils ont mis des trucs, ça va détruire. Bon, c'est toujours la puissance de la femme, quoi, parce qu'elle est tellement forte et puissante que rien que sa présence même peut détruire des choses. Pour moi, c'est ça, je le prends comme ça. Oui, mais c'est ça, moi, je le dis toujours, et j'aime toujours cette histoire qu'il devait raconter. Il dit, ben, si vous savez pourquoi on dit à la femme de chaque fois faire les génuflexions quand elle vient donner à manger à l'homme, c'est parce qu'elle est très forte, elle a une puissance. Quand elle est au-dessus d'un homme, c'est dit que si l'homme a bouffé cette ouak, la femme même peut détruire ça. D'accord. Voilà, donc ça, moi, ça me fait plaisir d'entendre et voilà, quoi, ça me réconforte dans ma position. C'est vraiment pour la sécurité de l'homme. De l'homme, quelque part, qu'on met toujours généralement les femmes à l'écart. D'accord. Et donc, pour moi, maintenant, on voit que dans la musique, on trouve des femmes. Et là, on a une qu'on appelle Sally, qui est présentement en Belgique, elle le joue, mais c'est encore pas trop développé. Il y a une aussi de Bobo qui joue très bien à la kora, qui joue aux instruments. Mais j'avoue que la dernière fois, il y a une dame qui voulait faire une activité. Elle cherchait une femme qui joue non seulement au balafon, au djembé, et puis à la calebasse, non, je crois. Mais on n'a pas trouvé. D'accord. On a cherché, j'ai appelé des musiciens, parce qu'elle m'a contacté, j'ai appelé des musiciens qui ont cherché. Moi, celle que je connais, elle vit en Belgique maintenant. Ah. Et ils m'ont dit, dans Ouagadougou ici, on n'en trouve pas. Et finalement, on est tombé sur une Guinéenne qui est en formation au CEFRAV, qui a dit qu'elle peut faire un peu le doum-doum, mais elle ne connaît pas le reste, elle ne joue pas au balafon, elle ne joue pas à la calebasse, mais c'est un peu au doum-doum, elle peut faire. D'accord. Donc, vous voyez que c'est toujours un peu... Il faut encore chercher, c'est-à-dire que ça demande encore plus de renforcement. Il faut qu'on travaille à remonter quand même ce niveau-là pour que les femmes aient leur place là quand même. Et quand on prend au niveau de la musique, on voit de plus en plus qu'il y a des femmes dans la musique. Elles chantent, elles jouent quand même à la guitare, les instruments modernes. Oui. Tu prends le théâtre, on verra qu'il y a des comédiennes, elles sont assez nombreuses. Mais le côté où on ne trouve pas les femmes, il y a des métiers, on dit généralement que c'est réservé aux hommes, traditionnellement. Notamment la mise en scène, la scénographie, la régie lumière. Ça, c'est des métiers qu'on... Traditionnellement un peu modernes quand même. Oui, mais bon, en fait, quand on dit traditionnel, oui, je sais, c'est pour dire, à l'époque où c'est les hommes. Bien quand sûr, tu cherches, quand tu le fais... tu ne trouveras pas de femmes metteuses en scène à l'époque. Actuellement, c'est en train de monter. Et je crois que c'est ce qui nous a poussé, nous, à créer le projet Femmes en création, où on essaie de mettre les femmes dans la mise en scène, dans la scénographie, dans la régie lumière, dans tous les métiers qui sont dits réservés aux hommes. Et j'aime toujours parce que c'est le devoir qui les forme. Il n'y a pas de femmes pour les former. Il devait dire, quand tu veux faire la mise en scène, il faut avoir l'esprit créatif. Et il n'y a pas plus imaginatif, plus créatrice que la femme. Et ce n'est pas faux. Elle peut t'inventer 10 000 histoires étant assise ici, rien qu'avec la bouteille, elle t'invente des choses. Donc, ça veut dire qu'elle a ça, et puis l'esthétique aussi. Donc, dans la mise en scène, il y a l'esthétique. Donc, ça aussi, il y a la femme. Donc, il devait nous encourager, et ça nous fait plaisir. Donc, là aussi, on est en train de travailler pour qu'il y ait des femmes. Il n'y en a pas trop.
Parce que quand on prenait aussi, il n'y en avait pas. Mais actuellement, c'est en train de monter. Tu prends quel autre métier? Les conteuses, c'était pareil. Il n'y en avait pas un peu trop, il n'y en avait pas aussi suffisamment. C'est avec Mariam Koné, on a commencé les formations des conteuses et puis voilà, ça a commencé à prendre un peu. On en retrouve, aujourd'hui, on peut dire qu'on a quelques conteuses. Mais si tu prends 100 conteurs sur le truc, tu vas retrouver peut-être 10 conteuses. D'accord. Tout comme les metteuses en scène, tu prends 100, ben tu vas retrouver peut-être 5 metteuses en scène. Donc, c'est un peu exagéré, mais oui, la régie lumière, tu prends ça, tu vas retrouver peut-être une. Scénographie, tu vas peut-être trouver une. Bon, c'est un peu exagéré, mais c'est pour dire à peu près qu'elles ne sont pas nombreuses pour le moment. Voilà, exactement. Donc, avant, il n'y en avait pas, maintenant, elles ne sont pas nombreuses. Je pense qu'on évolue. Parce que là, on se dit que d'ici là, on va surplomber les hommes. Et après, c'est les hommes, on va chercher pour qu'ils reviennent faire le métier. Bon, voilà. Madame Somé. Enfin, Madame Tapsoba. Ça passe. Alors, donc, justement, est-ce que chez vous, il y a des autorisations ou des interdits à la femme liés à ces métiers de la culture? Quand je dis chez vous, je parle chez les sommets, naturellement. Oh, bon, on est en Afrique, hein? Oui. Dans tous les milieux, dans toutes les cultures africaines, il y a des choses qui sont autorisées et d'autres pas pour les femmes. Et comme elle disait entre-temps, chez nous, il n'y a que des hommes qui jouent au balafon. D'accord. Et il y a eu un moment donné, peut-être il y a 15 ans de cela, il y a une femme qui émergeait dans le métier de balafoniste. Elle était pas très bien regardée, hein, mais elle a insisté. Et aujourd'hui, bon, elle continue dans ce métier. Et moi, quand j'étais petite, vous savez, chez nous, à la maison, il y a des balafons, il y a des instruments de musique qui sont là. Mais tous les enfants vont jouer, hein, et, y compris les filles. On dit, ah, il ne faut pas jouer au balafon là, hey, c'est pas pour les filles. Hey, nous, on... c'est pour s'amuser, voilà. On aime bien ce que ça Mais fait. c'est parce qu'on a dit que la femme ne doit pas jouer au balafon, qu'entre nous, même les enfants, on se dit que voilà, il ne faut pas jouer au balafon, ce n'est pas pour les femmes. On ne joue pas à la calebasse comme elle le dit là. Mais bon, c'est pour dire que dans toutes les cultures africaines, au Burkina Faso aussi, il y a des métiers, il y a des instruments qui ne sont pas joués par les femmes. Voilà. Donc pour dire que voilà. Mais bon, aujourd'hui, c'est vrai que j'ai cité cette femme-là, mais il y a d'autres femmes. Je crois qu'il y a 2 autres femmes aussi qui se confirment dans le domaine. Mais bon, ça se limite là, parce que les tam-tams là, et lors des cérémonies là, moi j'ai pas vu une femme jouer à ça. C'est très masculin. Voilà, c'est très masculin. Même les cantateurs là, il n'y a pas de femme officiellement qui fait ça. C'est quand elle est en train d'écraser le mil sur la meule là qu'elle entend son chant, ou alors quand elle pile le mil qu'elle entend son chant. Donc en dehors de ça, elle n'est pas autorisée à faire ça publiquement. D'accord. Justement, ça tombe bien qu'elle en parle, parce que j'aurais aimé poser cette question à Madame Déby, parce qu'on a l'impression que quand ça devient un titre campé ou un rôle qu'elle est amenée à jouer aux yeux de la société, que ce n'est plus très autorisé. Parce que oui, quand elle est en train d'écraser son mil, elle va chanter avec ses enfants, elle va leur transmettre des contes, mais c'est des conteurs, c'est des cantateurs, donc... Est-ce qu'il y a des codifications, ou c'est juste parce que la femme, à un moment donné, s'est dit, vu que je dois m'occuper des enfants, vu que, mieux je reste là et je laisse ça aux hommes? Je pense que c'est des codifications, voilà, de la société, avec des normes et des règles, et également des secteurs d'activité qui sont ouverts aux femmes. Et quand, par exemple, on rentre dans le domaine de la sacralité, à ce moment, la femme, elle a un rôle à jouer, mais c'est vraiment codifié. Bien sûr. Voilà. Donc, quand maintenant on rentre dans le domaine ouvert, comme elle l'a dit, là, on peut jouer vraiment au balafon et faire tout ce qui est permis. Donc, il faut faire la part des choses au niveau de ces domaines-là. Sinon, le rôle, le statut, la place de la femme dans la société, c'est bien clair, c'est bien codifié. Mais au fur et à mesure, avec l'évolution, avec la dynamique sociale et économique, de plus en plus, les femmes sont en train, voilà, de rogner ces barrières et ces codes-là pour avancer. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a toujours l'aspect sacralité qui est là et qui est encore fermé. Et j'ai envie de dire, est-ce qu'on a intérêt à sauter cette sacralité?
Parce que ça reste ce que nous sommes, ça reste culturel de chez nous. Oui, ça reste culturel. La question, c'est de savoir jusqu'où on veut aller. Jusqu'où on veut aller et est-ce qu'on y gagne? Voilà. Est-ce qu'on y gagne? Peut-être qu'on y gagne en connaissance. Et on y gagne aussi en intégration dans notre société. Ça me fait penser à une activité pour laquelle on a fait un peu la tournée des régions pour susciter l'intérêt des différentes communautés à la préservation du patrimoine culturel immatériel. Et là, je me rappelle que dans la salle, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'on est en train de parler de ce qui est immatériel, tout ce qui est sacré, invisible, etc., pouvoir mystique. Et la personne a dit, mais moi je suis étonnée qu'on me parle de patrimoine culturel immatériel, du rôle des communautés, qui sont les garants de toutes ces normes-là. Et c'est vous, une femme, qui venez nous en parler. D'accord. Voilà, donc lui-même il était. Donc déjà, vous voyez que les codes sont en train au fur et à mesure de se relier parce qu'on a besoin de comprendre. Et comme vous parlez de développement, culture et développement, chaque individu de la société, chaque femme, chaque homme, chaque enfant a sa part à jouer dans le développement de sa société et de son pays. Voilà. Et c'est en cela qu'il faut vraiment lui permettre aussi, tout en respectant les normes. Naturellement. Voilà. Et justement, ces normes, est-ce que dans l'exercice de votre métier, vous êtes regardante de ce que vous, en tant que femme, vous avez le droit de faire et ce que vous n'avez pas le droit de faire? Oui, bien sûr, puisque on a choisi de parler de ce qui existe ou ce qui était déjà passé, mais maintenant on a des limites parce qu'on ne parle pas tout ce qui est fétichiste et tout. On parle juste, on utilise aussi des matières qu'on a le droit d'utiliser. Personnellement, j'aime utiliser tout ce qui est naturel, des feuilles d'arbres et des écorces pour travailler sur mes tableaux. Bon, c'est juste pour rester dans notre culture et montrer qu'on a beaucoup de richesses à pouvoir utiliser et rendre quelque chose beau, et s'exprimer, voilà. Donc c'est juste ça qui... Je pense que j'ai des limites dans ce que je fais, oui. Des limites que vous vous fixez, des limites, ou des limites qui sont là, vous les voyez, vous savez que vous ne devez pas les franchir, ou c'est vous qui vous fixez des limites? Je me fixe des limites parce que je sais qu'il y a des barrières à ne pas franchir. Donc c'est juste ça. Bon, sinon, en fait, c'est drôle parce que quand on parle de barrières à ne pas franchir, en général, on se les fixe sans l'exprimer, sans dire jusqu'où je ne peux pas aller. Par exemple, aujourd'hui, concrètement, si je vous demande, qu'est-ce que vous ne vous autorisez pas à faire parce que vous savez qu'en tant que femme, vous ne pouvez pas franchir ce pas-là? Moi, je suis Mossi. Chez moi, je sais qu'on a des choses coutumières, donc je pouvais parler de cela. Mais il y a certaines, je ne peux pas. On a des masques, mes oncles ont des masques, mais je peux pas. Je n'ai pas pu d'abord m'intégrer à ça parce que je me dis qu'il y a des limites. C'est juste une histoire à eux, bon, qu'ils ont fermé en eux. Donc, bon, c'est pas à moi pour le moment de le divulguer. Donc, c'est un peu ça, quoi. D'accord. Non, je comprends bien. Alors, madame, est-ce que vous voulez réagir à ça? J'ai eu l'impression. Non, c'est bon. D'accord, ok. Alors, quand on vient à tout ce qui est expression moderne des métiers, de la culture et des arts, par contre, là, oui, on commence à franchir les lignes, à aller même dans les secteurs traditionnellement réservés aux femmes, aux hommes, pardon. Donc aujourd'hui, comment est-ce qu'on décide un jour, j'ai envie de faire comédienne, dans une société où il n'y a pas beaucoup de femmes qui font ce métier? Madame Guiré. Bon, en fait, moi, je ne sais pas dire, on décide comme ça, mais c'est un truc qui te prend. Tu ne peux pas dire, j'ai décidé, pim, comme ça, d'aller, mais ça te prend. C'est une passion qui est en toi. Et moi, je ne peux pas te dire comment je suis allée au théâtre. Tout le temps, j'aime dire aux gens, j'ai suivi un spectacle. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, ben, j'y vais, quoi. Mais je ne peux pas te dire ce qui, voilà, à quel moment exact, ça m'a vraiment plu. J'ai dit, c'est terminé et je ne le fais plus. Mais est-ce qu'il y a un moment où à défaut de décider à un moment, est-ce qu'à un moment de se dire, en tant que femme, est-ce que c'est pas mieux de trouver autre chose que ce soit... Moi, je n'ai jamais dit ça. Et j'aime toujours braver, en fait. ça, c'est moi. Hein. Oui, personnel. Voilà, c'est personnel oui, parce que sinon, si j'allais écouter les gens, je ne serais pas du tout comédienne.
j'aime bien le dire aux gens, moi j'ai fait la maîtrise en économie agricole et à l'époque quand je finissais, il y avait beaucoup de projets et toutes mes comédiennes, mes camarades sont aujourd'hui des hauts gradés dans des services, dans des ONG et autres. Et je me rappelle même, j'ai une camarade que j'ai vue une fois, elle me dit « Laure, c'est toi! C'est pas possible, c'est toi qui es sur une P50. » Oh que mon Dieu, que je me rends compte que c'est pas vraiment les sciences autres qui font l'homme. Parce qu'elle était dans une voiture et tu vois, et là, elle avait pitié de moi et trouvait que c'était pas ça, quoi. Et moi, je suis contente parce que j'aime ce que je fais. Et c'est une passion, j'ai décidé de rester dedans. Donc, c'est la passion, ça te prend. Tu peux pas dire... Et il y a des choses qui ont beaucoup plus de valeur que ce qui est matériel, quand même. On va le dire ainsi. Oui. C'est pas vraiment le matériel pour moi. C'est le fait de te sentir dans ce que tu fais, faire ce que tu aimes et pouvoir. Parce que moi, c'est quelque part un message que j'aime envoyer. Et quand je fais le théâtre, pour moi, j'ai toujours dit c'est éducatif. C'est vrai qu'on fait de la distraction, mais en même temps, c'est l'éducation quelque part que tu fais. Donc pour moi, ça déjà, c'est quelque chose de non pour moi et j'aime. Et voilà, c'est pas le matériel qui vraiment que je regarde, même si je sais qu'il faut vivre de ça. Costumière, quand on dit costumière au Burkina et qu'on cite Madame Martine Somé, je ne sais pas si on peut rallonger la liste ou pas. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible de rallonger cette liste-là? Dans une certaine mesure, oui. Ok. C'est possible de rallonger la liste parce que au moment où je commençais, il y avait une personne qui faisait et le maquillage et les costumes. C'était une dame. Et entre parenthèses encore, il est dit que ce sont les femmes ce sont que les femmes qui maquillent ou qui habillent. Mais avec le temps, j'ai constaté aussi que bon, il y a des hommes aussi qui sont entrés dans ce métier-là. Et donc, et en son temps, elle était seule. Voilà. Et moi, j'ai intégré l'équipe. Et après ça, j'ai eu à former d'autres personnes, des hommes, et qui sont aussi dans le métier. Donc, on peut rallonger la liste. Des hommes et des femmes? Des hommes, plus des hommes que des femmes. Plus des hommes que des femmes. Voilà. Pour dire que, bon, il y a des métiers qu'on a dit c'est pour les femmes, alors mais voilà, les hommes, ils sont donc metteurs avec eux. Metteuse. Elle est metteuse en scène. Metteuse en scène. C'était metteur en scène, mais maintenant, c'est devenu. Il y a des metteurs. C'est toujours metteur. C'est toujours metteur parce qu'il n'y a pas de. Aujourd'hui, il y a des metteuses en scène pour dire que bon, la tendance peut être renversée. Exactement, dans les deux sens. Dans les deux sens. Donc autant on considère que c'est les femmes qui habillent et qui maquillent. Aujourd'hui, il y a des hommes qui habillent, qui maquillent. Au même titre qu'il y a des femmes qui font la mise en scène. C'est ça. Ok, d'accord. Donc on peut rallonger la liste. Ah, mieux. Et peut-être dans 2 ou 3 ans ou 4 ans, la liste va être plus très étoffée parce que j'ai eu à donner des formations en costume de scène. Donc plus de 20 personnes, je ne sais pas combien va rester, mais bon, j'ai espoir que la liste va s'allonger. Mais déjà, la transmission est quelque chose de c'est très important, déjà, dans un premier temps. Et même s'ils ne restent pas, ils auront des notions. Qui sait, peut-être qu'un jour plus tard, ils vont revenir à cela. Alors, Madame Talato, comment on passe de la couture à la peinture, aux marionnettes? Je peux dire que ce sont des métiers qui se suivent. Oui. Car la couture, c'est les couleurs, c'est le tissu, mais c'est des couleurs aussi. Et la peinture, c'est les couleurs accompagnées des images, voilà, des formes et des émotions qu'on donne à travers des images. Sinon, la couture, c'est des formes. Bien sûr. Qu'on coud des tenues et on met sur une personne qui donne des émotions et c'est ça qui fait la beauté du tissu. Et c'est ça que je me suis dit que je pouvais utiliser. Dernièrement, il y a beaucoup de couleurs en tissu. Donc j'ai utilisé le tissu pour en faire des tableaux. Et c'est là que j'ai passé, voilà. Et maintenant, marionnette, c'est la couture qui m'a amené dans marionnette. Car celui-là qui travaillait en papier massé que j'observais très bien, tous les jours je partais regarder son travail, mais je ne touchais pas. Et après, voilà, il a dit qu'il a créé une tête. Et j'ai dit, moi je peux coudre l'habit. Donc c'est là que je me suis intégrée aux marionnettes. Donc maintenant je travaille même sur les tableaux en papier massé. Et je fais des formes en sculpture en papier massé. Donc bon,
je peux dire que c'est des métiers qui se suivent. Ça s'est emboîté au fur et à mesure. Voilà. Ok. Et pour dire aussi, moi, en venant dans l'art, j'étais déjà apprentie, mais je trouvais que je dormais la nuit gratuitement. Je voulais quelque chose pour tuer la journée n'était pas totalement occupée, c'est pas normal. Donc, c'est là que j'ai demandé, je voulais connaître l'art. Et maintenant, j'ai commencé à suivre mes coraux comme les Sahab Kanda et pour observer. Et là, j'ai fait la teinture, la danse contemporaine. Et après, ma mère a dit que tu vas laisser la couture et puis partir danser. Mais ça, c'est pas bien. Donc, bon, c'est là que, comme il n'y avait pas d'encouragement, j'étais obligée de laisser la danse. Et maintenant, j'ai commencé à observer et j'ai vu que la peinture, j'étais libre. Parce que j'avais besoin de m'exprimer. D'accord. Donc, c'est venu comme ça. Et moi, en tant qu'autodidacte 100%, parce que je n'ai pas fait l'école, d'accord. Et je suis fière d'être ce que je suis, car on est fiers de je brise ces barrières que les gens pensent qu'on ne peut pas atteindre. Et là, voilà, aujourd'hui, beaucoup le disent et je suis contente pour le Burkina, pour ma personne. Quoi, avec de la volonté et une bonne motivation, on y arrive. Voilà. Est-ce que vous rencontrez dans votre parcours des femmes qui veulent faire comme vous, qui ont réussi à réaliser des choses comme vous, ou qui vous disent on a envie de faire comme vous, comment on fait? Oui, on a déjà un certain nombre qu'on se connaît, et voilà, qu'on essaye de monter en art. Et on se dit la vérité, l'art, elle n'est pas facile. Elle est comme tout autre métier qui n'est pas facile. Et la vie aussi qui n'est pas facile. Donc du coup, quand tu veux le faire, ne crois pas que c'est aujourd'hui tu vas remplir des sacs d'argent, sinon tu vas laisser ce boulot. Mais si tu l'aimes, tu vas y arriver, car d'abord tu te nourris toi-même et nourris les autres. Donc c'est ce qu'on s'est dit, on se conseille et voilà, on monte un peu. Et on y arrive progressivement. Ouais. Alors, Madame Nebi, les femmes dans les métiers des arts, on va dire, est-ce que le statut de femme rend particulier le fait d'être dans les métiers des arts? Si vous permettez, avant de répondre à votre question, je voudrais rebondir sur la précédente question. Et comment nous toutes, on en est là. Chacune a parlé un peu de son expérience. Et moi, je dois dire que le cadre familial a été très important parce que mes parents étaient vraiment bercés dans la musique, dans la lecture et tout. Donc déjà, j'ai baigné dans cet environnement. Et quand je suis arrivée au niveau de l'école, il y avait également des programmes de formation artistique et culturelle. Et j'ai continué dans ce sens-là. Et on a eu la chance de voir souvent des échanges avec des professionnels de la culture, tels que par exemple Konomba, voilà, qui venait et qui faisait des tournées dans les lycées et qui jouait au balafon, et qui apprenait à ceux qui étaient intéressés à danser et qui parlait aussi de son expérience. On avait également des troupes de théâtre, voilà, qui faisaient des tournées dans les lycées pour susciter, voilà, des candidatures, en tout cas trouver des personnes qui étaient intéressées. Donc c'est vraiment dans tout ce milieu-là que j'ai baigné. Donc c'est pour dire que c'est un peu comme si c'était un passage voilà, obligé. Donc tout ça pour dire que le rôle de la famille, le rôle de l'école est vraiment très important pour construire ou déconstruire voilà, la culture. Et également la participation de chaque acteur, de chaque être humain, homme, femme, dans la culture. Absolument, c'est vrai. Voilà. Donc, du coup, quand tu es une femme, tu as ce statut de femme avec les limites que t'impose la société et tu veux briser les codes pour accéder, comme on l'a dit ici, à des métiers qui étaient traditionnellement réservés, entre griffes, aux hommes, il va sans dire que tu seras confronté à des difficultés liées à ton statut, des difficultés liées également à un certain nombre de barrières pour accéder à l'information, à la formation, au crédit, etc. etc. Et même des barrières pour que tu puisses accéder à un niveau élevé de ton métier. Comme vous l'avez dit, depuis, on a parlé des différents corps de métier, costumières, etc., etc. En principe, il n'y a pas de saut métier culturel. Absolument pas. Mais où est-ce qu'on retrouve le plus de femmes? Voilà.
Donc, il y a déjà des barrières à ce niveau-là. C'est comme si les femmes ne peuvent pas accéder à plus. Donc, c'est un peu pour cela certains partenaires, certains organismes voilà, ont décidé quand même de porter un peu le plaidoyer pour faire ressortir vraiment cette inégalité-là des femmes au niveau des différents corps de métier. Et je crois que depuis un certain temps, ça commence à porter au niveau de notre pays. Et de plus en plus, on parle de la participation des femmes dans les différents secteurs de la culture. On parle du renforcement de leurs capacités et on parle également des facilités pour leur accès au crédit, au financement, et également pour la consommation culturelle. Voilà, parce qu'on voit que, bon, autant on veut que les femmes s'expriment, autant il faut aussi qu'elles consomment la culture. Alors qu'à ce niveau aussi, bon, quand on regarde au niveau des spectacles, parce qu'elles sont à la maison, parce qu'elles s'occupent des enfants. Donc c'est pour dire que le travail doit être fait aussi à plusieurs niveaux. Autant l'accès, la participation, mais également la consommation. Et c'est en cela vraiment qu'on pourra parler d'égalité des genres au niveau du secteur de la culture. Absolument, parce que c'est vrai qu'être une femme, on l'a dit, au-delà du fait que arriver dans un métier où on est potentiellement pionnière n'est pas évident quand on est dans une société où on a des limites entre griffes, mais également des responsabilités qui sont vraiment dédiées à la femme. Est-ce qu'on peut se dire qu'une femme peut avoir un plan de carrière dans les métiers des arts à long terme? Madame Talato l'a dit tantôt, la danse, très clairement, on l'a découragée, vite fait, on laisse ça. Mais les arts, c'est son essence et elle est toujours dedans. Est-ce qu'on peut dire on en vit, on vieillit, on fait sa retraite dedans, par exemple? Madame Guy. Eh bien, moi, je pense que moi, je vais faire ma retraite dedans, puisque je n'ai que ça à faire. Absolument. Donc, pour moi, je me dis, actuellement, c'est faisable. Et puis, bon, on voit aussi qu'on a des aînés. Quand tu vois les comédiennes surtout, parce que, comme je l'ai dit tantôt, il n'y a pas trop de scénographes, régisseuses, lumière et autres, mais au niveau des comédiennes, on voit qu'il y a quand même des gens plus âgés que nous qui sont toujours dedans et qui continuent. Et là, je donne toujours l'exemple d'une maman, Madame Kaboré. Elle est très, très, très vieille. Et je crois qu'elle doit être... elle a la retraite depuis longtemps. Mais quand on l'appelle jusqu'à demain de venir jouer, elle y va. D'accord. Même quand au FESPACO, on lui dit il y a telle activité, il faut venir, elle vient. Ça veut dire que, en fait, quand je suis tout le temps admirative par rapport à cette dame, quoi. D'accord. Elle est très vieille, elle n'arrive même pas... Bon, enfin, est-ce qu'elle n'a pas les 80 et quelques? Ah oui. Actuellement, elle a des rôles taillés sur mesure. Oui, bon, c'est pas trop comme ça, mais quand même, elle joue. Quand on prend Douga, tu vas voir qu'elle a joué dans Douga. Ça, c'est le dernier film d'elle que j'ai vu. Mais quand tu l'invites, par exemple, il y a Celebrities Day, tu l'invites, elle vient. Il y a telle activité au FESPACO, il y a tel truc. Elle se fait déposer, ses enfants l'amènent. D'accord, ok. Mais est-ce qu'il y a une retraite? Quand je dis retraite, est-ce qu'en ce moment, on peut se dire, quand je travaille, certes, tous ceux qui sont dans les métiers des arts ne s'arrêtent quasiment jamais. Mais quand on parle de retraite, entre guillemets, est-ce qu'on a une cagnotte qui est là et qui nous assure nos vieux jours? Ça, actuellement, ça commence à se faire. D'accord. Parce qu'il faut dire que non seulement, quand tu prends par exemple le théâtre, il y a un système on essaie de déclarer les gens parce qu'il y a la cotisation volontaire. D'accord. Oui, c'est la cotisation volontaire au niveau de la CNSS. Donc, tu peux décider de verser, même si c'est 5 000 francs selon ta bourse, chaque mois. Et à la fin, tu as une retraite. Donc, il y a pas mal de comédiens qui l'ont fait. Comédiens comme comédiennes. Voilà. Au cinéma, je ne peux pas trop le dire, mais on est en train de travailler parce qu'on a essayé de rencontrer la CNSS, les maisons d'assurance, pour en parler aux comédiens, pour qu'ils sachent qu'il y a quelque chose pour eux à la fin, même pour les risques et tout ça. On veut vraiment amener les comédiens pour vraiment améliorer leurs conditions de vie. Mais sinon, pour le moment, je ne vois pas une qui va me dire j'ai pris ma retraite, je suis assise, je ne prends que l'argent des arts. Je pense que l'avantage des métiers des arts, c'est que franchement, on peut ne pas s'arrêter. Il y en a même qui y arrivent à la retraite, on peut le dire ainsi. Il y en a qui ont une carrière et qui, à la retraite maintenant, commencent à faire un métier des arts, de la musique, de la comédie, qui écrivent, qui font du cinéma, qui comptent après la retraite. Donc, ce n'est pas rare, ça existe. Mais quand même, c'est vrai qu'avoir un plan de carrière avec une suite ou pas peut déterminer l'accompagnement ou non de la famille.
à embrasser ce métier. Donc, quand on parle, je m'adresse cette fois à Madame Sommet, justement, par rapport à la même question. Comment vous projetez, vous, en tant que femme, dans le futur? Et en tant que femme dans le futur par rapport à mon métier, il n'y a pas de retraite. Hein. Plus le temps passe, plus on acquiert de l'expérience, plus on devient, je trouve qu'on devient plus créatif dans nos métiers. Et donc, je me dis que il n'y a pas de retraite fixée pour... Je ne vois pas comment je vais aller à la... Peut-être je peux décider de ne plus faire, mais par expérience, j'ai vu qu'il y a des gens à 60, 80 qui ont des espaces de création, de production par rapport aux costumes de scène. Et donc il n'y a pas de retraite. C'est comme quand on est couturier ou couturière, il n'y a pas de retraite. Hein. Sauf on peut décider de ne pas le faire. Mais tellement la chose est en nous qu'on ne peut pas s'asseoir et puis dire, bon, je suis à la retraite. Non, il y a tellement de choses qu'on aurait tues à un moment donné, parce qu'avec l'expérience là, il y a des choses on peut toujours créer par rapport à j'ai fait ça hier, demain je vais transformer en telle ou telle chose. Donc à 70 ans, 80 ans, et par expérience encore, en 2019, il y a un monsieur de 95 ans qui est venu monter un espace d'exposition que je suis allée faire à Grenoble. Okay. Voilà, donc 95. pour vous dire, 95 ans, c'était un ébéniste. Okay. Un ébéniste qui a travaillé comme assureur dans une banque, pardon, dans une maison d'assurance plutôt, et qui aujourd'hui, en son temps, qui a pris la retraite et qui travaille, et son métier d'ébéniste jusqu'à 95 ans, il est toujours dedans. Et il le fait bien. Okay. Voilà, donc pour vous dire que plus le temps passe, plus on se bonifie et puis bon, on n'a pas envie d'aller à la retraite, même si on manque quelquefois d'énergie. Oui. Donc l'énergie, là où l'énergie fait défaut, on va dire que la passion et l'expérience vont faire le reste. Voilà. Absolument. Madame Dalato, le futur en tant que femme dans le métier. Le futur, tant qu'on vit, on espère qu'on va voir la réalité. Et tout ce qui peut rendre heureux à notre vie. Donc, on espère, car la vie appartient à quelqu'un d'autre et que nous, on l'a emprunté et on profite, mais on espère qu'on va vivre le mieux là avant d'aller au-delà. Et donc, moi, j'espère que le demain sera mieux pour moi. Et on peut dire aussi que quand tu es dans un métier où ça te plaît, tu te sens à l'aise parce que c'est ça ta vie. Ça te fait vivre et tout le monde te demande quel est le secret. C'est parce que je suis libre au fond de moi et voilà. Par rapport aux comédiens, parce que les comédiens, c'est un peu différent de, par exemple, leur métier. En tant que comédien, c'est quelqu'un qui te sollicite. Donc, à un moment donné, peut-être tu n'auras pas beaucoup de sollicitations. Donc, nous, on est obligés de prévoir notre retraite. Voilà, parce que l'après, c'est ça aussi, c'est de pouvoir mettre quelque chose, même quand on ne t'appelle pas, tu sais qu'avec ça, au moins, tu peux essayer de vivre avec. Sinon, voilà. Mais quand tu fais, quand c'est pour toi-même, moi, en tant que metteuse en scène, je me dis, tant que j'aurai de petits financements, des gens qui vont travailler avec moi, je le ferai jusqu'à oh là là. Mais en tant que comédienne, à un moment donné, les gens vont se dire, bon, elle est un peu vieille, on n'a plus besoin d'elle, elle ne va pas me donner l'énergie, j'ai besoin de plus de personnes. Et si je n'ai rien, déjà même en tant que comédienne, souvent, on ne crée qu'une seule fois dans l'année. Il y en a qui jouent une seule fois l'année, donc après ça, ils n'ont rien à faire. Donc si tu n'as pas prévu quelque chose pour l'après, après ça devient compliqué. On va dire en tant que mère avec des enfants à charge, ça devient une double équation parce qu'on ne peut pas s'asseoir et se dire à quand. Aujourd'hui, j'ai un enfant ou des enfants qui dépendent de moi. Voilà. Oui, peut-être un monsieur qui s'en occupe, certes, mais la mère également a envie de pouvoir contribuer et on le sait, hein, dans nos sociétés, il y a des urgences qui ne sont gérées que par les mères. Donc, par le portefeuille de la mère. Donc, si ce portefeuille-là est vide, c'est sûr qu'on ne passera pas des nuits tranquilles et on rendra moins bien son métier d'artiste. Madame Nébié,
en termes de projection dans le futur, en termes de plan de carrière pour les femmes dans le secteur? C'est vrai que là, on a des exemples de femmes qui en veulent, qui en demandent et qui vraiment se projettent. Mais de façon générale, est-ce qu'elles y restent longtemps ou à un moment donné, elles se reconvertissent pour avoir une meilleure garantie financière? Je crois que, comme chacune l'a dit, ça dépend vraiment de chaque artiste, voilà, de ses visions, de son ressenti par rapport à sa créativité, à son art. Donc, je dirais que tant que l'artiste a un souffle de vie, il aura toujours la capacité de créer. Tant que la créativité est là, il va poursuivre. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour que si le physique, parce que nous sommes des êtres de chair et de sang, absolument, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire si, bien que la créativité soit là, bien que le souffle de vie soit là, voilà, on a des freins liés à la capacité physique. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Ça, c'est vraiment la véritable question qu'il faut que tous les artistes se posent. Et essaie toujours de mieux s'organiser. Je crois qu'au niveau étatique, il y a des mécanismes qui ont été mis en place pour accompagner les artistes à pouvoir mieux se structurer. Et j'ajouterais également, en plus de l'exemple de la CNSS, qui est la cotisation volontaire, qu'il faut que les artistes aillent au-delà de cela et essaient d'évoluer également, de faire construire et bâtir leur carrière par des professionnels. D'accord. Cela va créer encore d'autres corps de métier pour accompagner, pour bâtir un plan de carrière artistique, pour que ça ne se limite pas au niveau de l'espace dans lequel on vit, qu'on essaie également d'aller à l'international, au régional et tout ça. Et là, ça demande également d'autres types d'expertise. Alors que la pratique, c'est que de plus en plus, l'artiste, il est tout à la fois. Il est artiste, il crée, et il est son manager, il est son attaché de presse, il est celui qui recherche le financement, il est. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Quand on répartit les énergies, c'est sûr qu'on ne peut pas avoir la même efficacité. Alors que l'artiste devait pouvoir rester sur sa créativité pour pouvoir avancer, proposer des merveilles et s'épanouir. Parce que quand j'écoute ce que chacun a dit, ce n'est pas le gain financier, c'est l'épanouissement personnel, c'est la transmission d'une valeur, d'un sentiment, d'une émotion au public. Mais à côté de cela, il faut que l'artiste puisse vivre et l'artiste également puisse avoir de vieux jours pour être valorisé par la société, reconnu par la société. Mais ça se construit. Et là, il faut mieux se structurer, permettre à d'autres acteurs professionnels de prendre le relais. Donc voilà. Absolument, parce qu'il y a toute une chaîne à développer autour. La question qu'il faudrait se poser également, vous l'avez posée, c'est est-ce que nos artistes femmes vivent de leur choix professionnel? Est-ce qu'elles y arrivent? Moi, je vis de mon choix. Super. Naturellement. Également, je crois qu'il y a des moments aussi, et quand on n'est pas, comme elle le dit, quand on n'est pas appelé à travailler sur un plateau de tournage en tant que costumière ou bien, voilà, et pendant 2, 3 ou 1 an, ça reste difficile à joindre les deux bouts. Mais ça ne veut pas dire que c'est ça le quotidien de l'artiste non plus. Voilà. Qu'on se le dise. Voilà. Elle vit de leur art, elle s'en sort. Alors, il ne nous reste pas beaucoup de temps. On va faire un dernier tour de table. Et cette fois, pour avoir votre appréciation du regard de la société ou de l'appréciation de notre société sur les femmes qui ont opté pour des métiers dans les arts et de la culture. On commence par vous. Comme on le sait, beaucoup le prennent à leur manière. Et ceux qui ont quelque chose dans l'esprit aussi savent que ce qu'on fait, c'est un vrai boulot, car ça éduque, ça enseigne. Absolument. Et sinon, si on regarde, on perd notre culture petit à petit. Mais dernièrement, on relève beaucoup. Donc, pour dire cela, bon, je pense qu'ils finiront par accepter. Oui. Les quelques-uns qui ne comprennent pas finiront par comprendre. Voilà. D'accord. Donc, c'est ma façon de voir, voilà, à travers
la population. Ou, voilà. Une très belle manière de voir. Madame Nebier? Oui, je dirais que le regard de la société sur la femme artiste a beaucoup évolué. Et pour preuve, je vais prendre l'exemple de la période du FESPACO. Vous avez vu tout l'engouement qu'il y avait derrière la réalisatrice Apolline Traoré, derrière son film et tout. Je crois qu'il n'y a pas meilleure preuve que le statut, le regard de la femme a évolué, de la femme artiste a évolué au niveau de notre société. Et je crois que ce sont des actions qui ont été entamées pour le plaidoyer, pour également les capacités des femmes et tout, pour l'accompagnement technique et financier des femmes qui doivent se poursuivre. Absolument. Voilà. Et on s'est rendu compte, quand on les met dans les conditions, ce qu'elles sont capables de créer. Absolument. Donc, pourquoi s'en priver? Absolument. Madame Tapsova. Oui, et c'est vrai, il y a une évolution qui est en train de se voir. Et donc, c'est dû à la communication aussi qu'il doit y avoir de plus en plus pour que ces métiers qui sont dits des métiers d'hommes ou que ces femmes qui embrassent des métiers dits d'hommes soient vues d'un côté vraiment respectueux. Et il faut la communication, il faut une bonne communication pour que ces métiers-là soient connus. Parce que quand on dit costumière, on ne sait pas. Exactement. On ne sait pas qu'est-ce qui se fait dans ce métier-là. Et donc, il faut qu'il y ait de la communication autour des différents métiers, et comme on le fait aujourd'hui, et pour les femmes, et avec des hommes aussi, pour qu'on sache que la femme, elle peut faire le métier que l'homme fait, et vice-versa. Voilà. Donc, et ce métier, enfin, les femmes, elles sont de plus en plus vues et bien, mais il faut encore de la communication autour. C'est très important. C'est vrai que quand on est seul chez soi à bien faire sa chose, si personne ne le sait, malheureusement, ça peut passer inaperçu. Madame Guéret. Oui, bon, moi je dirais pareil aussi. Moi je sens qu'il y a beaucoup d'évolution. Quand je prends le côté comédien, dans le temps, si on était comédien, voilà, les gens nous voyaient, nous traitaient de gens de mœurs légères. Mais actuellement, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui viennent. Tu vas voir des gens de Rorok aussi qui commencent à jouer. Donc quand ils commencent à jouer, ils voient un peu, ils viennent avec leurs copines et autres. Donc ils commencent à comprendre un peu que c'est pas ça, mais c'est vraiment notre métier. Et ça, je pense que c'est intéressant. Et ce qui me permet de rejoindre un peu ce qu'elle dit, c'est de plus faire connaître le métier, les métiers que nous faisons. Et là, je pense que les gens vont plus aussi avoir un regard positif sur ce que nous faisons. Sinon, ça commence à évoluer. On sent que ça va beaucoup mieux maintenant. Dieu merci alors. Eh bien, merci beaucoup, mesdames, pour ce moment de partage. J'espère que vous ne vous êtes pas ennuyés. Absolument. Parce que moi, je ne me suis pas ennuyée. J'espère que vous également, chers téléspectateurs, vous ne vous êtes pas ennuyés. C'est déjà la fin de notre moment d'échange et on va se dire à très vite avec un autre thème sur culture et développement. Mais en attendant, je tiens à dire merci beaucoup à chacune de mes invités d'avoir fait le déplacement pour cet enregistrement, pour ce que vous faites dans vos différentes fonctions et surtout beaucoup de courage, bon vent et que vous montriez justement la lumière pour que d'autres puissent emboîter votre pas. Comme on l'a dit, le regard de la société évolue et change. On est conscient du rôle de la femme en tant que celle qui transmet à la jeune génération et notre culture nous définit, nous caractérise. On fait partie de celles qui transmettent. Donc quand on a opté pour un métier dans le secteur de la culture et des arts, ça veut dire que c'est dans cette continuité-là. Donc elles ont besoin d'être accompagnées, d'être soutenues. Tout le monde y gagne. Alors pourquoi s'en priver? Au revoir.